Eh bien, bonjour tout le monde, bienvenue sur le IBO Show. Nous sommes le dimanche 19 octobre 2014 et en France, il y a quand même des gens qui travaillent ou en tout cas qui discutent le bout de grâce sur une plateforme visiophonique. Donc je suis en grande conversation visiophonique avec Éric Larchevêque. Éric, bonjour. Bonjour, ravi d'être Il, ici. il faudra parler fort, hein. Oui, oui, bah, je parle fort. Allez, ok. Alors vous avez créé un truc un peu particulier qui s'appelle la maison du Bitcoin. Pourquoi avoir créé une maison du Bitcoin avant de parler du Bitcoin d'ailleurs? Bah, moi, je m'intéresse à titre personnel au Bitcoin depuis un certain temps et lorsqu'en 2013, je recherchais un nouveau projet, je voulais vraiment faire quelque chose dans le Bitcoin. Et lorsque j'ai regardé l'état de l'écosystème en France, je me suis aperçu qu'il n'y avait pratiquement rien. Et donc, la première chose à faire, la première idée qui nous est venue, c'était de créer cette maison du Bitcoin, un endroit dédié à cette technologie et qui permet de rassembler en un seul endroit tous les enthousiasmes sur le Bitcoin, aider son développement, présenter une image un petit peu plus positive liée à l'innovation. Et c'est comme ça qu'on a ouvert en mai dernier la maison du Bitcoin, 220 mètres carrés dédiée à la technologie. Ah bon, 200 mètres carrés. Et vous y faites quoi? Vous y faites des réunions, des formations? Alors la première chose qu'on y fait, c'est d'opérer un change physique, c'est-à-dire un comptoir de change où les utilisateurs peuvent venir avec des euros et repartir avec des bitcoins. C'est la première façon de rentrer dans le monde Bitcoin. Et on organise aussi des meet-ups, des formations gratuites du reste à destination du grand public ou des développeurs afin d'expliquer la technologie, d'expliquer à tous les curieux, ceux qui veulent en savoir plus, comment Bitcoin fonctionne. Et enfin, on propose aussi du coworking aux startups Bitcoin qui peuvent ainsi travailler dans un endroit où tout le monde parle un petit peu le même langage, partage la même passion. Et c'est ainsi bien pratique, facile pour eux pour échanger, développer. Et l'objectif, c'est vraiment de faire émerger des startups fortes dans le domaine du Bitcoin, car en France, jusqu'à présent, il n'y en avait pas beaucoup. D'accord. Moi, je viens chez vous là pour acheter des bitcoins. Comment ça se passe? Vous avez un distributeur de bitcoin? Alors, on avait un distributeur, mais on l'a arrêté puisqu'il ne répondait pas aux exigences de vérification d'identité, puisque comme tout change en réalité, on doit demander une pièce d'identité. Donc, la première chose qu'on va faire quand vous allez rentrer à la maison du Bitcoin et que vous allez dire je veux acheter du Bitcoin, bien d'abord, on va s'assurer que vous savez bien ce que vous êtes en train de faire, que vous voulez bien acheter des Bitcoins, que vous savez ce que c'est. Et ensuite, on vous demandera votre pièce d'identité afin de créer un compte chez nous. Et ensuite, on procédera au change et vous pouvez payer en espèces, en carte de crédit, en chèque. Et on est comme un broker, on vous versera la contre-valeur au taux du moment plus notre commission. D'accord. Le change se fait sur une machine ou alors j'apporte j'apporte mes euros et vous me donnez mes bitcoins où? En Comment? fait, ça se passe sur un comptoir physique, donc vous allez parler à un opérateur ou une opératrice, hein, comme sur un change dans la rue, et on va vous livrer vos bitcoins soit sur votre wallet, parce que peut-être que vous avez déjà un wallet qui est installé sur votre mobile ou sur votre ordinateur, et il suffit de venir avec votre adresse, votre QR code par exemple, ou alors vous n'avez pas de wallet, eh bien on va vous en fournir un, soit sous la forme d'un wallet papier si vous voulez juste les conserver dans un coffre, soit sous la forme d'un wallet, d'un logiciel qu'on va vous faire installer sur votre ordinateur, par exemple. Et alors aujourd'hui, vous avez beaucoup de gens qui viennent acheter du bitcoin? Ça dépend des jours, mais ça va de quelques personnes quand les jours sont, enfin les mauvais jours, on va dire, à quelques dizaines de personnes les bonnes journées. Donc oui, on a été, en tout cas, chaque mois, il y a de plus en plus de personnes qui viennent. Il y a un bouche à oreille en fait qui se fait autour et on a de plus en plus de clients. Et pourquoi les gens achètent du bitcoin alors? Alors, ben, il y a plusieurs types plusieurs typologies de clients. La première, celle qu'on voit le plus, eh bien, c'est quand même les curieux, celles qui veulent rentrer dans le monde du Bitcoin et qui peuvent faire des petites transactions, par exemple 50 euros pour pouvoir avoir des premiers Bitcoins, charger leur wallet et regarder un petit peu comment ça fonctionne. Il y a des gens qui investissent dans le Bitcoin, qui disent tiens, bah voilà, je vais mettre des sommes un peu plus importantes et qui vont du reste les demander à se les faire livrer sur des paper wallets pour pouvoir tout simplement les conserver de façon simple et à les réutiliser plus tard, mais donc pas pour les utiliser vraiment aujourd'hui. Et il y a aussi d'autres personnes qui utilisent en fait la maison du Bitcoin un peu comme un outil de transfert d'argent, c'est-à-dire qu'ils viennent acheter chez nous des Bitcoins qui sont immédiatement envoyés dans un autre pays et qui sont transférés dans l'autre sens. C'est un peu comme un Western Union, on va dire, sauf que ça a l'avantage de coûter moins cher, visiblement, et surtout c'est instantané. C'est-à-dire que quand la personne fait l'opération,
eh bien, à Dakar, par exemple, ils reçoivent les bitcoins immédiatement, ils n'ont pas à attendre 24, 48 heures, comme ça peut être le cas parfois en utilisant les outils classiques. D'accord. Et vous avez chez vous, vous faites de la formation, est-ce qu'il y a des startups françaises qui se mettent au Bitcoin? Oui, tout à fait. Alors, il y a des startups qui se sont créées. On va dire que sur les derniers mois, on a vu passer entre 10 et 20 startups qui tournent autour du Bitcoin. Donc, c'est déjà beaucoup mieux que ce qu'il pouvait y avoir il y a un an. C'est-à-dire que quand on a commencé, il y avait vraiment très, très peu de startups. Et la maison du Bitcoin a permis de donner un petit peu de structure à tout ça. Et lorsque l'on fait des formations sur le Bitcoin, qui sont des formations gratuites destinées au grand public, on fait ça une fois par mois, on va même les faire maintenant tous les 15 jours parce qu'il y a pas mal de demandes et souvent il y a entre 50 et 100 personnes qui viennent à chaque fois pour essayer de se renseigner et comprendre comment fonctionnent les cryptocurrencies. D'accord. Est-ce qu'il y a aussi des gens qui ont acheté des bitcoins qui viennent vous revoir pour reprendre des euros? Oui, bien sûr. Alors ça, c'est des opérations qui sont beaucoup plus rares. On va dire qu'on a 90% de gens qui font euro vers Bitcoin, mais il arrive parfois, et là c'est plutôt des touristes américains ou des gens qui voyagent, qui veulent échanger des bitcoins contre des euros tout simplement pour avoir de l'argent et pouvoir l'utiliser. C'est pas dans l'optique de faire un cash out global, mais juste dans un optique pratique. D'accord. Alors là, vous nous avez préparé quelques slides pour comprendre le Bitcoin. Oui. On va les passer en revue. Alors, c'est complètement décentralisé. Le premier mot qui vient autour de Bitcoin, effectivement, c'est la décentralisation. Et c'est ça qui fait le grand changement par rapport aux technologies classiques que l'on connaît. C'est que le modèle de sécurité de Bitcoin est basé sur une vérification des échanges et du grand livre comptable qui est fait de manière distribuée, à l'opposé du système financier classique où tout se fait en cercle concentrique. Au milieu, on a par exemple la banque centrale et ensuite des banques qui en fait ont une sécurité par l'obscurité et qui font que n'importe personne ne peut vraiment rentrer dans le système. Avec Bitcoin, vu que c'est une sécurité qui est complètement ouverte, n'importe qui peut rentrer dans le système. Et c'est pour ça que c'est quelque chose qui est complètement ouvert et qui est basé non pas sur donc une vérification et une sécurité liée à un certain nombre d'individus ou de tiers de confiance représentés par une banque centrale, un gouvernement, etc., mais par une sécurité basée sur des algorithmes mathématiques qui sont inviolés et probablement inviolables et qui permettent d'assurer en fait le bon fonctionnement de Bitcoin. En quelque sorte, c'est comme si Bitcoin était représenté par un fichier Excel, ce grand livre comptable qui était distribué sur plein d'ordinateurs, des nodes, sur le même principe que BitTorrent, à savoir le partage de fichiers pair à pair. Donc tout ordinateur qui se connecte à Bitcoin, il suffit d'installer un logiciel, il va télécharger l'ensemble du grand livre comptable et il va voir passer toutes les transactions. Et donc, dans le principe de Bitcoin, chacun est sa propre banque. C'est-à-dire qu'on ne confie pas ses Bitcoins à un tiers, à un central qui va ensuite dire vous avez tant de Bitcoins, etc. Chacun possède ses Bitcoins, donc c'est vraiment du cash digital. Et c'est ça qui fait vraiment toute la différence par rapport au système classique. D'accord. Et alors, comment on crée un compte Bitcoin? Alors, justement, pour rentrer dans le réseau Bitcoin, contrairement à ce qu'on a l'habitude de faire, on n'a pas besoin d'aller s'enregistrer sur un élément central. C'est-à-dire que ce soit pour créer un compte sur Facebook, par exemple, eh bien on y va, on crée son compte et à la fin, c'est Facebook qui le gère. Ou alors, dans une banque, on va avec des papiers ouvrir son compte et c'est la banque qui le gère. En fait, l'ouverture d'un compte sur Bitcoin, aussi bizarre que cela puisse paraître, eh bien, c'est en fait tirer un nombre aléatoire, un très 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 grand nombre aléatoire. Là, on parle de très très grands nombres qu'on a même du mal à imaginer. Le cerveau humain n'est pas très doué pour imaginer les grands nombres. Donc, on tire ce nombre et c'est ça qui va être son compte Bitcoin. Puisqu'on part du principe qu'on est sur un tel grand nombre que personne ne peut tirer le même nombre, on va dire, et qu'au final, on a ce secret qu'on appelle la clé privée. On s'est basé donc sur des notions de cryptographie, pour ceux qui connaissent, clé privée, clé publique. Et donc, en créant ce compte, en tirant un nombre aléatoire, eh bien, on est le seul à posséder ce nombre, et c'est ça qui va être le secret qui va permettre de s'identifier sur le compte, sur le réseau, et ensuite de signer des transactions. On a donc une sécurité qui est basée là-dessus, et qui aujourd'hui suffit largement à assurer l'intégrité du réseau. Mais ma clé privée, qui me la donne?
Alors, en fait, c'est vous qui allez la générer, soit sur votre ordinateur, ou alors en prenant, si vous voulez, au bout du truc, vous prenez une pièce, vous allez la jeter en l'air 256 fois et ça va faire votre clé privée. Et vous êtes le seul à la posséder puisque la probabilité pour que quelqu'un tire la même clé est considérée comme infinitésimale, enfin complètement inatteignable. Et on va dire qu'il y a plus de clés possibles que d'atomes dans l'univers. On est donc sur des vraiment très 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 grands nombres et en ayant une entropie suffisante, c'est-à-dire en s'assurant qu'on va tirer dans l'intégralité du champ possible, eh bien on aura un numéro qu'on ne retrouvera jamais, jamais ailleurs et qu'il est impossible de deviner ou de retrouver. Mais il me faut un logiciel pour faire ça sur mon ordinateur? Ah, bien sûr, c'est ce qu'on appelle en fait du tirage aléatoire sécurisé. Et ça, il existe des logiciels qui le font. Ça se fait même en JavaScript. En fait, il va prendre des sources d'entropie comme par exemple l'heure, la date, des caractères que vous allez taper au clavier, des mouvements de souris, etc. Et qui va générer suffisamment de hasard pour que le numéro que vous allez tirer soit garanti comme étant unique dans l'univers. Vous pouvez nous donner un exemple de ce logiciel? Ah bah, il suffit d'aller par exemple sur bitadresse.org et là, ça permet de créer des comptes. Au début, il suffit juste de bouger sa souris, de taper en fait des lettres, etc. pour générer du hasard et ça va à chaque fois générer une nouvelle adresse. Alors, et là, vous pouvez ensuite l'imprimer et ça fait ce qu'on appelle un wallet papier. C'est-à-dire que vous pouvez vous faire payer ensuite sur l'adresse publique, c'est-à-dire que chaque compte a une adresse privée qui est votre secret et qui permet de signer les transactions, et une autre adresse qui est l'adresse publique que vous pouvez donner à tout le monde, et tout à chacun peut ainsi vous envoyer de l'argent, enfin des bitcoins sur cette adresse. D'accord. Vous pouvez nous commenter le slide qu'on a sous les yeux? Alors ça, ce que l'on voit là, c'est l'évolution de la masse monétaire Bitcoin. Au total, il y aura 21 millions de bitcoins qui seront émis. C'est-à-dire que la différence avec les autres monnaies que l'on peut connaître, c'est que la masse monétaire est gérée par un algorithme mathématique qui permet de prédire à n'importe quel moment combien de bitcoins seront émis à l'instant T. Dans le système classique, il y a une émission de la monnaie qui est gérée par les banques centrales qui décident de l'émission, enfin de l'augmentation, de la rétractation en fait de la masse monétaire, basée sur des indices économiques, etc. Dans le monde Bitcoin, c'est régi par un algorithme. Actuellement, toutes les 10 minutes, il y a 25 bitcoins qui sont émis, rajoutés à la masse monétaire, et on arrivera donc à un 21 millions, c'est à une courbe qui va tendre vers les 21 millions, puisque tous les 4 ans, on divise l'émission de la monnaie par 2. C'est-à-dire qu'au début, c'était 50 toutes les 10 minutes, ensuite 25, etc. Alors, le fait d'arriver à 21 millions, c'est un chiffre qui est un petit peu arbitraire. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est mal? Aujourd'hui, il n'y a pas de réponse simple à cette question. La seule chose que l'on peut dire, c'est qu'il y a une prédictibilité totale. C'est-à-dire qu'on sait à n'importe quel moment, maintenant, dans le futur, combien de bitcoins seront en circulation. Donc c'est vraiment une approche qu'on appelle, qui est différente des systèmes monétaires actuels, puisque là, on a l'évolution d'une monnaie qui est au début basée sur une inflation et ensuite qui est déflationniste. Et donc cette monnaie est contrôlée par des algorithmes et on ne peut absolument pas changer la manière dont cette monnaie va être émise. On a donc quelque chose qui est tout à fait prédictible dans le futur. Est-ce que ça veut dire qu'avec le Bitcoin, il n'y a plus d'inflation ni de déflation? Alors dans le monde Bitcoin, en fait, il y a plutôt au contraire une déflation. C'est-à-dire qu'il y a une inflation au début parce que la masse monétaire, elle croît. Mais il y a un moment où ça va s'arrêter. Dans 10 ans, on aura déjà 95% de la masse monétaire qui sera disponible. Et donc, on peut partir du principe que dans 10 ans, eh bien, il y aura une vraie rareté du Bitcoin. Parce que là, en fait, on est vraiment dans de l'argent-valeur à l'opposé de l'argent-dette. C'est-à-dire que finalement, Bitcoin est plus comparable à un système, à de l'or, par exemple, où il y a une masse qui est assez limitée, il y a une rareté et où il y a un coût en fait, d'extraction de l'or. Donc c'est plus comparable à ça qu'un système comme l'euro, où là, en fait, il peut y avoir autant d'argent qu'on veut, il suffit de l'émettre. Et ce qui fait l'avantage de Bitcoin, et ce qui fait qu'aujourd'hui les gens s'y intéressent, c'est parce que c'est un système qui est efficace. À partir du moment où on fait des transactions en Bitcoin, on est capable d'envoyer des montants en Bitcoin partout sur la planète de manière quasi instantanée et à un coût totalement marginal. C'est-à-dire que les frais de transaction existent, mais ils sont très faibles et fixes. C'est-à-dire qu'on peut envoyer l'équivalent de plusieurs dizaines de millions d'euros pour
des dixièmes de centimes. Et les propagations sont quasi instantanées. Et donc là, on a un système qui est vraiment très très rapide et qui peut améliorer grandement un certain nombre de cas d'usage, de transfert d'argent, que ce soit entre particuliers ou alors en B2B, en business. Et enfin, un autre point très intéressant, c'est que c'est non répudiable. C'est comme du cash. C'est-à-dire que si je vous envoie des bitcoins, je ne pourrai pas annuler le paiement. C'est exactement comme si je vous avais donné un billet. Je n'ai pas la possibilité de le récupérer, sauf bien entendu si vous me le rendez. À l'opposé des cartes de crédit ou même des virements qui peuvent se faire annuler et qui donc posent un certain nombre de problèmes. Et c'est parce que Bitcoin est non répudiable que justement, on peut arriver sur quelque chose qui soit anonyme, c'est-à-dire où la nécessité en fait de l'identité n'est pas nécessaire puisque on ne peut pas tricher. Les transactions sont pas nominatives. Non. Alors, Bitcoin, c'est à la fois transparent et anonyme. Transparent parce que toutes les transactions sont publiques. Comme je le disais en introduction, chaque node qui participe à Bitcoin, et n'importe qui peut le faire, reçoit l'intégralité du grand livre comptable qui contient toutes les transactions depuis la création de Bitcoin en 2009 à ce jour. On est donc capable de voir toutes les transactions. C'est exactement comme si votre compte bancaire était lisible par tout le monde. Donc il y a une traçabilité qui est totale, mais par contre, on ne peut pas faire le lien entre un compte, une adresse et une identité, puisque la notion d'identité dans Bitcoin n'existe pas. On est donc dans un système qui est totalement anonyme. Donc c'est à la fois totalement traçable et totalement anonyme, sachant que l'anonymat disparaît en fait lorsque l'on va passer du monde Bitcoin au monde financier classique, à savoir euro-dollar ou inversement. Par exemple, si vous allez à la maison des Bitcoins et que vous achetez des Bitcoins, on demande votre pièce d'identité et la maison du Bitcoin sait faire le lien entre votre identité et l'adresse sur laquelle vous avez été payé. Bien entendu, ces informations ne sortent pas de la maison du Bitcoin, elles ne sont pas diffusées sur le réseau, puisqu'il s'agit d'informations confidentielles, mais elles peuvent servir en cas d'enquête de police, etc., etc. Et du reste, toutes les places de marché qui font des transactions en fait, entre Bitcoin et euro-dollar doivent mettre en place ce qu'on appelle du KYC pour justement vérifier les identités des personnes. D'accord. Alors c'est drôlement sécurisé alors. Tout à fait. La sécurité de Bitcoin a été clairement, on va dire, prouvée, parce que ça fait 5 ans que cette technologie existe et qu'elle a été mise sur la sellette de très très nombreux experts. Et aujourd'hui, tout le monde s'accorde pour dire qu'il n'existe pas de risque systémique lié à Bitcoin. C'est une technologie qui est libre et ouverte, c'est-à-dire que tout le monde peut auditer le code. Donc ça, aussi paradoxal que cela puisse paraître, le fait d'avoir une technologie open source favorise énormément la sécurité, puisque tout le monde peut la regarder, tout le monde peut montrer du doigt des problèmes et peut aussi les corriger. Mais aujourd'hui, on est sur une sécurité qui est mathématiquement prouvée. La distribution en fait des vérifications, etc., permet d'avoir un système de consensus extrêmement fiable. Et du reste, il y a quand même des milliards qui sont en jeu sur le réseau Bitcoin et jusqu'à présent, personne n'a réussi à mettre à mal le réseau. On a donc une cryptographie, un système qui aujourd'hui est inviolé, probablement inviolable avec la technologie actuelle. Par contre, si on parle de sécurité au niveau de l'utilisateur final, là, il y a des vrais risques. Je le disais tout à l'heure, chacun est sa propre banque, donc c'est exactement, quand on possède des bitcoins, c'est exactement comme si on avait sous son matelas, en quelque sorte, eh bien, des billets de banque. Et donc, pour les sécuriser, il faut mettre en place un certain nombre de protections. Et là, autant la protection physique, mettre un coffre, etc., pour des billets, les gens arrivent à le comprendre, et c'est quelque chose qu'on arrive à gérer assez naturellement. Sur la protection informatique des clés privées, là, c'est beaucoup plus compliqué, puisque sur votre ordinateur, lorsque vous allez signer des transactions, vous allez en fait les signer avec votre clé privée, et cette clé privée va être dans la mémoire de votre ordinateur, et des malwares peuvent donc les voler. Il est donc nécessaire de mettre en place des systèmes, notamment basés sur des cartes à puce ou des environnements sécurisés qui permettent de résoudre ce problème.
Alors, la sécurité des bitcoins, enfin, pour l'utilisateur final, n'est pas le seul risque. Aujourd'hui, par exemple, Bitcoin a une volatilité très très importante. C'est-à-dire que le rapport entre un Bitcoin et les euros ou les dollars, n'importe quelle monnaie, varie de manière assez spectaculaire. Puisque au début, un Bitcoin ne valait que quelques centimes. Il est monté jusqu'à plus de 1000 dollars et aujourd'hui, il est aux alentours de 400 dollars. Alors pourquoi est-ce qu'il y a une grande volatilité? Eh bien, c'est qu'à un moment, Bitcoin a attiré tous les spéculateurs en masse. Ça a fait un effet d'entraînement et donc il y a eu beaucoup d'investissements qui ont fait monter Bitcoin. Mais comme malgré tout, il n'y a pas énormément d'échanges, c'est-à-dire que chaque jour, on échange quelques dizaines de millions de dollars comparé à quelques milliards sur le Forex pour les monnaies plus classiques, eh bien, chaque information ou toute l'actualité va faire bouger de façon assez importante la valeur de Bitcoin. Donc, le seul moyen d'arriver à réduire cette volatilité, c'est d'augmenter les échanges. Aussi, il faut faire attention à bien protéger le consommateur, puisque comme le fait de payer en Bitcoin, on ne peut pas annuler, contrairement à Visa, Mastercard, etc., eh bien, on a vite fait de rentrer dans des traquenards où là, on va acheter, par exemple, sur un site, une télé avec un prix incroyable, mais en fait, ce site n'existe pas, et ces administrateurs vont partir avec l'argent, et là, il n'y aura pas de recours. Et c'est pour ça qu'il est nécessaire de mettre en place des technologies de validation, de sécurisation, notamment basées sur la multisignature, etc. Bitcoin, c'est une technologie qui est très jeune et il y a encore énormément d'opportunités pour pouvoir résoudre tous les risques qui y sont liés. Et c'est pour ça que beaucoup de startups se mettent à développer des solutions pour justement permettre à Bitcoin de devenir un peu plus mainstream et d'arriver un jour dans les mains du grand public. D'accord. Dites-moi, si tout le monde travaillait en Bitcoin, c'est-à-dire que ça remplacerait l'euro et le dollar, il n'y a plus de volatilité possible ou pas? Alors, si tout le monde considérait que Bitcoin était la monnaie de base pour pouvoir manger, acheter, se nourrir, etc., travailler, eh bien non, la volatilité par essence disparaîtrait puisque tout le monde achèterait sa matière première en Bitcoin et donc tout le monde resterait dans le monde Bitcoin. Il existe aujourd'hui un certain nombre de business, de sociétés qui existent que dans l'univers Bitcoin et qui n'ont pas besoin de passer dans l'euro. Et donc, dans cet univers-là, la volatilité n'a pas beaucoup d'importance. Un exemple simple, il y a il y a un certain nombre de sites qui font du jeu, ça peut être du casino, du poker, des jeux d'échecs, etc., où toutes les mises et les paris se font en Bitcoin. Et bien dans cet univers-là, la notion de volatilité n'a aucune importance, puisque les gens restent entièrement dans l'univers Bitcoin. Par contre, on parlait tout à l'heure de transfert d'argent, eh bien, il y a aussi la possibilité de sortir de la volatilité. Par exemple, nous, on achète régulièrement du matériel en Chine. On a le choix entre faire un virement de plusieurs dizaines de milliers d'euros qui va prendre 5 jours et qui va coûter assez cher. On peut aussi payer en Bitcoin et là, ce sera instantané et on aura notre tracking DHL immédiatement. Et en fait, on aura fait les opérations de change dans un délai, par exemple, d'une heure, qui permettra d'annuler ou de limiter de façon très importante l'impact de la volatilité. Il y a donc des usages qui permettent de fonctionner sur Bitcoin sans cette volatilité. D'accord. Ben justement, les usages, les voilà. Voilà. Je venais de donner un exemple, à savoir le transfert d'argent de pays à pays ou de continent à continent avec Bitcoin, c'est très très rapide et fonctionnel, c'est-à-dire qu'on peut résoudre des problèmes, mais ce n'est pas que pour les entreprises. Comme je le disais aussi tout à l'heure par rapport à la maison du Bitcoin, où des gens viennent chez nous pour transférer de l'argent dans d'autres pays, c'est ce qu'on appelle le business de la remise, de la remittance en anglais, qui aujourd'hui est géré par des sociétés comme Western Union ou autres. C'est un marché de 300 milliards qui va sûrement être disrupté par Bitcoin, puisque Bitcoin, au final, c'est comme si on se retrouvait avec des bureaux de change qui étaient chacun complètement indépendants, mais qui pouvaient communiquer via un réseau de transfert ouvert auquel chacun peut transacter en toute confiance. Donc, au final, la personne vient chez nous à la maison du Bitcoin changer, ça part sur une autre plateforme de change qui va être située à Dakar, comme je vous disais tout à l'heure, il y aura l'opération inverse. Et donc, vu qu'on fonctionne en décentralisé, ça coûte beaucoup moins cher pour les entreprises d'arriver à fonctionner de manière locale, puisque un des coûts majeurs liés à la remise,
il faut savoir que ça coûte entre 10 et 15% pour envoyer de l'argent d'un continent à l'autre. Eh bien, c'est lié aux énormes coûts de validation, enfin de la régulation financière, du KYC, anti-blanchiment, etc., puisque ce sont des entreprises mondiales, ça coûte très cher, alors qu'en décentralisé, eh bien, ça coûte beaucoup moins cher. Et puis, pour l'e-commerce, il y a aussi beaucoup d'usages, puisque, comme je le disais tout à l'heure, eh bien, il y a cette problématique de répudiation qui n'existe pas. Et donc, non seulement on n'a pas de frais de transaction, alors que bon, c'est surtout vrai aux États-Unis, mais ça peut coûter entre 2 et 3%, ou même des gens qui utilisent PayPal, ça peut coûter beaucoup plus cher si en plus on rajoute les frais de conversion. Donc pour des petits commerçants, utiliser Bitcoin permet de résoudre les frais de transaction, de gagner plus de 30% sur leur marge opérationnelle, ce qui est énorme, et surtout de résoudre la fraude. Puisqu'il faut savoir qu'un des coûts majeurs liés à l'e-commerce, c'est la gestion de la fraude. Demandez à n'importe quel géant de l'e-commerce, ils ont des équipes énormes en gestion de la fraude, et avec Bitcoin, ça disparaît tout simplement, et donc il y en a une efficacité supplémentaire. Donc c'est une révolution alors. Alors, oui, la technologie qui est basée sur Bitcoin, la technologie de base, c'est une technologie en fait qui permet de résoudre le problème de la confiance par un système de consensus, est quelque chose de complètement nouveau. Ça fait une trentaine d'années qu'on essaye de mettre en place un système de cash digital, mais on n'avait jamais réussi jusqu'à présent à le faire, puisqu'on ne savait pas comment faire pour résoudre le problème du double spending, c'est-à-dire le fait de pouvoir dépenser 2 fois le même token, sans pour autant avoir quelque chose de centralisé. Par exemple, Virtual Life avait mis en place les Linden Dollars, qui étaient du cash digital, mais c'était quelque chose de centralisé, qui était donc tout à fait possible d'être victime de manipulation, etc. Et c'est pour ça que ça n'a jamais décollé. Et là, la technologie apportée en 2009 change complètement la donne. Et la première application de cette technologie, c'est l'argent, c'est-à-dire mettre en place une monnaie, un système de paiement comme Bitcoin. Mais il y en a d'autres. Puisqu'on est capable de mettre en place un système de consensus, eh bien, on peut très bien faire la même chose pour, par exemple, des actions d'entreprise que de l'argent. Ça peut être donc des actions d'entreprise, ça peut être, pourquoi pas, bien des cartes grises, ça peut être énormément de choses. On peut être capable de complètement réinventer un certain nombre de systèmes avec cette nouvelle technologie. On peut même avoir des entreprises entières qui fonctionnent sur ce système de blockchain, de consensus, ou alors même des systèmes de gouvernement. Tout ça, bien sûr, fonctionne que dans le cloud, mais ça permet de créer des applications qui étaient jusqu'à présent complètement impossibles. D'une manière générale, ce qu'apporte Bitcoin, c'est l'innovation financière sans la permission. On voit bien que dans le monde bancaire, l'innovation est extrêmement complexe à mettre en place, puisque, comme je le disais en introduction, la sécurité est basée sur l'obscurité, c'est-à-dire que personne ne peut rentrer ou se connecter dans le système, puisque c'est la base de la sécurité. Alors que dans Bitcoin, n'importe qui peut rentrer et mettre en place des API, faire des choses. Et donc, ça crée une innovation qui ne va pas être ralentie par tous ces problèmes de permission et de compliance. Et c'est pour ça qu'on innove de façon extrêmement rapide et qu'aujourd'hui, de plus en plus de développeurs s'intéressent à Bitcoin. Et ça fait une vague de fond qui pousse et qui va amener dans les années qui viennent probablement des changements très importants sur notre rapport à l'argent et la manière dont on considère le système financier. Parce qu'il faut bien voir les impacts plutôt au niveau de gens qui ont une difficulté d'accès à la banque. Il y a des milliards de personnes dans le monde qui ne sont pas bancarisées, et des technologies comme Bitcoin peuvent avoir un impact extrêmement important et majeur pour ce type de population. Dites-moi, Bitcoin, d'abord Bitcoin a des concurrents, non? Alors Bitcoin, en fait, comme c'est une technologie qui est ouverte, on est capable de recréer plein de monnaies. Et il y a eu effectivement des centaines de monnaies qui ont été basées sur Bitcoin. Au lieu d'avoir, par exemple, 21 millions d'unités, il y en a 1 milliard, etc., etc., etc. Mais aujourd'hui, Bitcoin représente 95% des échanges. C'est exactement comme si vous essayiez de refaire Facebook. Technologiquement parlant, c'est pas impossible, hein, vous savez plus ou moins comment le faire, mais il faut aller convaincre les gens d'aller utiliser votre réseau. Puisque la valeur de Bitcoin, on demande souvent quelle est la valeur intrinsèque de Bitcoin, puisque ça repose sur rien. Eh bien, c'est le fait qu'il y ait cette valeur de réseau, le fait qu'il y ait des millions de personnes qui mettent leur confiance dans Bitcoin et qui l'utilisent pour effectuer des échanges. Et c'est ça qui crée aujourd'hui une des valeurs fondamentales de Bitcoin.
et qu'un concurrent, évidemment, pourrait se créer, mais n'arriverait pas à avoir le même réseau que Bitcoin. Dites-moi, le Bitcoin, ça doit pas plaire à tout le monde, non? Non, ça ne plaît pas à tout le monde parce que, souvent Bitcoin n'est pas compris. C'est-à-dire qu'on croit que c'est juste une espèce, soit on va se dire que c'est un schéma de Ponzi, par exemple, on va faire des réductions assez simplifiées sur ce qu'est Bitcoin, parce que c'est clair que c'est une technologie qui est complexe à appréhender, donc on n'a pas forcément envie de s'y plonger. Et ensuite, clairement, c'est une alternative totale au système financier, c'est-à-dire que n'importe qui peut rentrer n'importe qui peut se bancariser et du jour au lendemain faire du business sans avoir besoin de s'identifier. Alors évidemment, un des usages de Bitcoin, c'est de pouvoir acheter des substances illégales, de la drogue par exemple, sur des places de marché du Darknet, mais on part du principe que l'apport positif que pourra donner Bitcoin va de loin surpasser les problématiques liées à l'utilisation criminelle. Exactement comme Internet a aidé les terroristes à se parler entre eux ou à distribuer le terrorist cookbook, etc. Pour autant, on voit bien que l'apport a été bien plus positif que négatif. Et bien, on se place exactement de cette façon. Ok. Vous pouvez nous détailler un peu le slide qu'on a sous les yeux? Oui, alors ça représente en fait l'écosystème des startups Bitcoin. Ce qu'on peut se dire, bon, on a entendu qu'il y a eu plusieurs centaines de millions d'euros, surtout des dollars, donc aux États-Unis, qui ont été investis dans des startups. Il y a certaines startups qui ont levé des dizaines de millions. Donc, on peut se dire, mais qu'est-ce qu'elles font ces startups? Eh bien, en fait, il y a un écosystème qu'on peut plus ou moins classer en 6 catégories. Il y a d'abord les wallets, c'est-à-dire que ce sont ces logiciels qui permettent de garder ses bitcoins, de faire des transactions. En fait, c'est le personal banking, quoi. C'est le software de personal banking qui sont l'interface avec Bitcoin et qui permet donc de l'utiliser. Et on voit par exemple Blockchain qui est dans ce rond a levé 30 millions de dollars. Là, il y a à peu près 15 jours pour pouvoir développer ses activités. Xapo aussi a levé beaucoup auprès d'Index, etc. Ensuite, il y a les processeurs de paiement comme BitPay, par exemple, qui a aussi levé plusieurs dizaines de millions auprès d'Index, et qui, lui, en fait, permet à tout magasin e-commerce de pouvoir accepter instantanément le Bitcoin, et ils font aussi la transaction, le change entre Bitcoin et euro, c'est-à-dire que moi, commerçant, le Bitcoin, je m'en fiche, je veux juste proposer une option supplémentaire à mes clients qui me le demandent, eh bien, je m'ai payé avec Bitcoin, je veux 100 euros, je reçois 100 euros de la part de BitPay qui gère en fait ces notions de broker et qui permet de retirer tout problème de volatilité. D'accord. Le mining, alors on n'en a pas parlé tout à l'heure, mais c'est juste en fait toute l'infrastructure de sécurisation de Bitcoin, puisque ce sont ceux qui vérifient les transactions qui reçoivent en fait la monnaie qui est émise, et toutes les 10 minutes 25 bitcoins, et bien ceux-ci sont distribués à ceux qui sécurisent le réseau. Et pour le sécuriser, en fait, ils ont du matériel qui est de plus en plus sophistiqué, et donc il y a des fabricants de mining, c'est un peu la base, les Visa, Mastercard de demain. Donc il y a eu à peu près 1 milliard d'euros qui ont été investis dans ces infrastructures, donc on parle vraiment d'une grosse industrie. Il y a ensuite les services financiers, donc là ça va être les ATM, ça va être toutes les places financières qui permettent notamment de créer des produits dérivés, des options, ce genre de choses, donc autour de Bitcoin pour pouvoir l'utiliser un petit peu comme un produit financier quelconque ou de créer à l'intérieur des produits financiers. Et il y a les échanges. Alors par exemple, la maison du Bitcoin pourrait être dans la notion échange, plus dans la partie comptoir, puisqu'il y a deux types d'échanges. Il y a les comptoirs de change comme le nôtre qui permettent, je viens avec des euros, je repars avec des bitcoins, et j'ai pas trop besoin de réfléchir, c'est très simple. Et il y a les places de marché qui sont plus les forex, où là, on va passer des carnets d'ordre avec des coups d'école, des deals, etc. Et là, ça va plus être réservé à ceux qui, aux traders, etc. Et nous, par exemple, à la maison du Bitcoin, on achète nos bitcoins sur ces places de marché. Donc, on est broker. Et enfin, au milieu, on a ceux qui font un peu tout. Donc, par exemple, les plus connus, c'est Coinbase, Circle, qui font à la fois du change, du wallet, du paiement, des services financiers, etc., qui sont un peu des one-stop shop pour Bitcoin. D'accord. Dites-moi, à terme, avec la blockchain, est-ce qu'une banque traditionnelle pourrait utiliser le Bitcoin? Et si oui, que deviennent ses filles? Alors, aujourd'hui, le Bitcoin ne peut pas remplacer l'euro.
C'est-à-dire que une banque pourrait très bien utiliser la technologie de blockchain en fait pour faire des transferts probablement de banque à banque, plus en mode B2B. Mais pour l'utilisateur final, soit on est dans le Bitcoin, soit on est dans l'euro, mais on ne peut pas être sur un mix des deux. C'est-à-dire qu'une banque pourrait tout à fait utiliser la technologie de la blockchain pour pouvoir faciliter en interne eh bien, ces transferts d'argent d'un continent à l'autre, etc., et donc gagner en efficacité. Mais par rapport au grand public, il faudrait qu'ils ouvrent directement des wallets ou des services financiers en Bitcoin, mais ils ne peuvent pas, on ne pourrait pas, par exemple, avoir un mix entre une carte Visa et Bitcoin, en fait, pour une banque. On est donc vraiment sur deux univers séparés qui ne peuvent pas fonctionner ensemble. Mais pour quelle raison? Parce que tout simplement sur le fait que les monnaies ne sont pas les mêmes, et aujourd'hui, une banque pourrait tout à fait proposer des services Bitcoin, mais elle ne peut pas substituer aux services en euros. Exactement comme qu'on ne pourrait pas substituer au dollar, en fait, l'euro, parce que c'est vraiment deux choses complètement différentes. D'accord. Vous avez dit tout à l'heure que c'était un tiers de confiance, mais quid, je sais pas moi, les notaires, c'est des tiers de confiance aussi. Est-ce qu'ils vont utiliser le Bitcoin ou est-ce que d'autres vont faire leur métier? Alors, effectivement, les notaires sont des tiers de confiance. C'est quoi leur rôle? C'est bien de marquer un instant T par un tampon qui est reconnu par tout le monde que telle maison a été vendue, que tel brevet a été déposé, que tel testament a bien été donné par la bonne personne, etc. Avec la technologie blockchain, on est capable de faire exactement la même chose, mais sans l'existence de notaire. On peut très bien associer à un Bitcoin ou à une division de Bitcoin, hein, parce que les Bitcoins sont divisibles, un objet physique. Et aujourd'hui, il est tout à fait possible d'inscrire dans la blockchain directement des preuves eh bien, de dépôt. Par exemple, on va prendre tout un logiciel ou tout un brevet, on va le hasher pour en sortir en fait un numéro, une marque bien spécifique, et on va pouvoir l'intégrer dans la blockchain avec un timestamp, donc qui va être géré sur la blockchain en elle-même, et qui peut faire office de preuve exactement au même titre que celle d'un notaire. Donc les métiers de notarisation vont sûrement, enfin pas tout de suite, parce que là on parle quand même dans des années, devoir évoluer et peut-être intégrer ce type de système, ou alors ne seront plus utilisés dans un cadre mondial et remplacés directement par eh bien, l'inscription d'un brevet de quoi que ce soit d'autre dans la blockchain. Ça, c'est des choses qui se mettront en place petit à petit. D'accord. Vous pouvez nous parler un petit peu de nouvelles types de startups dans le Bitcoin qui sont Ripple, je crois, et Ethereum? Alors, il y a, Ripple, c'est une startup qui effectivement se base aussi sur les cryptocurrencies, mais pas sur la technologie Bitcoin, puisque c'est quand même un petit peu plus centralisé. Mais par contre, Ethereum, ou alors Counterparty, ou alors, par exemple, Mastercoin, etc., sont ce qu'on appelle communément du Bitcoin 2.0, et en fait appliquer la technologie de Bitcoin plus uniquement à des services financiers comme une monnaie, mais à des choses beaucoup plus larges pour pouvoir par exemple incorporer une société et mettre ses statuts dans la blockchain, si je puis dire. C'est-à-dire qu'avec ce type de technologie, soit on va être capable de gérer des biens matériels ou des biens virtuels dans la blockchain, comme je le disais tout à l'heure, soit en fait traduire, parce qu'en fait une société qui a des statuts, c'est du code informatique, eh bien on va mettre ce code informatique dans la blockchain, il va s'exécuter et on aura donc en quelque sorte une société qui va exister dans la blockchain, qui pourra avoir ses actionnaires, ils vont voter avec leurs actions, etc. Et donc, au lieu de s'incorporer sur un pays, par exemple la France, l'Allemagne, d'autres, ils vont s'incorporer directement dans la blockchain. Et donc, il y a pas mal de startups qui bossent dans ces domaines-là, et ça peut avoir des implications assez larges, puisqu'on peut aussi parler de gouvernements qui sont inscrits dans le cloud. Il y a pas mal de startups qui bossent sur ces technologies-là, qui sont aujourd'hui encore au stade un petit peu d'expérience, de théorie, etc., mais qui pourraient apporter quelque chose de genre un nouveau, inconnu, dont on ne peut pas encore mesurer la portée. Bon, eh ben, dites-moi, très intéressant. Merci beaucoup pour tout cet éclairage. Dernière question. Votre business model à vous, c'est quoi? C'est les fees que vous prenez sur les transactions?
Alors, sur la maison du Bitcoin, effectivement, c'est les frais qu'on prend sur les transactions et puis après toutes les formations qu'on peut faire, des formations payantes dans les grands groupes, etc. Mais surtout, ce que l'on fait, c'est qu'on a nous aussi notre projet Bitcoin sur lequel on travaille depuis un certain temps, qui est de sécuriser les wallets Bitcoin, les clés privées dont je parlais tout à l'heure, en se basant sur des cartes à puce, des Secure Elements. Donc, ça, c'est c'est le projet que nous avons, la start-up sur lequel nous sommes en train de travailler. Le change et la maison du Bitcoin, on va dire que c'est simplement pour parler de Bitcoin et puis proposer un accès simple à Bitcoin. Bon, il y a des banquiers ou des politiques qui sont venus vous voir? Oui, oui, tout à fait. Il y a quelques banquiers qui sont venus. J'ai eu aussi l'occasion de déjeuner à l'Élysée avec, par exemple, Emmanuel Macron lorsqu'il était encore secrétaire général adjoint, qui s'intéressait au Bitcoin. Donc, effectivement, on parle et on a parlé assez régulièrement avec des politiques ou des personnes du système de régulation autour de Bitcoin, car il y a un certain intérêt. Et on a toujours eu en fait une oreille assez attentive et plutôt constructive. Donc on est vraiment dans un contexte plutôt positif pour le moment par rapport à Bitcoin. Eh ben, écoutez, merci beaucoup. Vous avez vu arriver un autre personnage là, tout à l'heure, qui est reparti d'ailleurs. Justement, c'est lui que je vais interviewer dans 10 minutes. Et lui, il monte une plateforme de crédit, de crowdfunding. Oui. Et je vais lui poser la question tout à l'heure s'il va utiliser Bitcoin. Ben, je pense qu'à un moment ou à un autre, le Bitcoin sera un invité de ce type de plateforme, puisque même le crédit entre particuliers et le crowdfunding se fait aussi beaucoup avec le Bitcoin. À la différence, c'est qu'au lieu de recevoir par exemple un produit, eh bien on est capable d'avoir justement de l'équité dans la boîte, puisque certaines de ces boîtes qui font du crowdfunding, eh bien émettent aussi leurs actions sur la blockchain. Et au final, c'est peut-être du crowdfunding, mais ça ressemble surtout à des IPO tels qu'on peut les concevoir. Et ça aussi, même si c'est encore aujourd'hui assez petit comme usage, c'est quelque chose qui pourra se développer et qu'on verra peut-être un peu plus dans le futur. Et à votre avis, quand Amazon va-t-il accepter, ou PayPal va-t-il accepter le Bitcoin? PayPal accepte déjà le Bitcoin, Oui. pas sur PayPal en entier, mais sur, par exemple, par rapport à un certain nombre de ces activités en B2B, etc., pour les commerçants. Amazon, aujourd'hui, probablement est encore en train de réfléchir plus à créer sa propre monnaie plutôt que d'utiliser Bitcoin. Et là, il sera très intéressant de voir si une monnaie centralisée, au final, détenue par un géant, arrivera plus à devenir mainstream. Une monnaie qui, elle, est décentralisée, sera très intéressant de voir au final qui arrivera mieux à se développer. À votre avis, les autres, là, Apple, Google, Facebook, sont aussi en train de réfléchir à la chose? Il est probable qu'ils réfléchissent à créer leur propre monnaie. Alors, pas forcément basée sur des systèmes cryptographiques distribués comme Bitcoin, mais par exemple, Facebook va très vite ajouter dans son Messenger la possibilité d'envoyer de l'argent. Et à un moment ou à un autre, je pense qu'il est inéluctable que pour des raisons en fait de régulation, etc., et d'uniformisation dans le monde entier, ils aient des monnaies qui leur appartiennent. Après, on verra comment elles seront gérées, mais ce sera très intéressant de voir l'évolution de tout ceci dans les mois et années qui viennent. Eric, en tout cas, merci beaucoup pour cet éclairage. J'ai passé un très bon moment. J'ai l'impression d'avoir compris le Bitcoin. Merci en tout cas. On va dire au revoir à nos amis. Et moi, je vais arrêter l'enregistrement, mais nous, on reste connectés. OK? Au revoir tout le monde.